missile, non, c'est un missile sol-sol qui est utilisé par le gouvernement américain. Il y en a eu plusieurs versions, le 1 étant la première version, mais il y en a eu plusieurs qui sont apparues successivement. Donc, c'était utilisé par le gouvernement américain pour des représailles aux soviétiques, au territoire soviétique. Ensuite, le deuxième système embarqué qu'on a rencontré, c'est le système de guidage de la mission Apollo en 67, la mission d'exploration de la Lune. Vous allez voir ici, j'ai fait un focus vraiment sur le poids. Par exemple, vous allez voir, ce sont des poids très élevés, en 28 kg pour le système de guidage du missile et puis 32 kg pour le système de guidage de la mission Apollo. C'est important parce qu'aujourd'hui, les systèmes embarqués sont dans des équipements très miniaturisés. Donc, ce qui était très lourd à l'époque, qui pouvait rentrer dans des gros systèmes, est obligé aujourd'hui d'être miniaturisé pour pouvoir entrer dans des équipements plus petits. N'hésitez pas, hein, s'il y a des éléments de précision supplémentaires que vous désirez, ça peut être une séance interactive ou bien vers la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Donc ici, on va voir les domaines d'application. J'ai vraiment fait focus sur deux grands domaines, l'aérospatial. Dans l'aérospatial, on peut rencontrer plusieurs types de systèmes embarqués interconnectés qui communiquent entre eux. Par exemple, l'automatisation des commandes de vol, le pilotage automatique, le système de divertissement des passagers qu'on rencontre dans les avions, les tablettes de télé, etc., de communication. Il y a également les communications air-sol, quand l'avion est en haut, il communique quand même avec l'aéroport ou d'autres systèmes. Donc tout ça, c'est des calculateurs embarqués qui permettent de le faire. Mais également, il y a ce qu'on appelle, que tout le monde connaît plus, je pense, ou a beaucoup entendu parler, ce qu'on appelle la boîte noire, qui fait l'enregistrement de toutes les informations liées au. De la même manière, dans les voitures, dans le domaine automobile, on rencontre plusieurs systèmes dans les voitures. Selon le bloc concerné, par exemple, pour le moteur, il y a un système spécifique qui est chargé de réguler ces aspects-là. Il y a également pour la vitesse, pour certains véhicules plus ou moins récents, vous allez voir que si on est sur l'autoroute, on peut mettre une vitesse maximale et le véhicule va s'autoréguler, il n'aura pas le dépasser même si on accélère. Donc, ça permet d'avoir une certaine flexibilité pendant la conduite. Il y a également des systèmes qui sont chargés de gérer tout ce qui est freinage d'urgence quand l'obstacle apparaît. Donc, du coup, ça permet de réagir très rapidement et également tout ce qui est gestion de la vie. Ça, c'est des domaines qu'on peut voir lointains par rapport à nos vies actuelles, même si la voiture, quand même, ça fait partie de notre quotidien. Mais si on revient à notre quotidien, même, on peut parler d'éléments plus standards ou plus basiques qu'on peut rencontrer. Par exemple, tout ce qui est téléphone. Notre téléphone, il y a beaucoup de systèmes embarqués qui sont dedans. La montre connectée, la télécommande, la télé, etc. Donc, dans tous les domaines, que ce soit la robotique, les smartphones, l'électroménager, par exemple, le frigo, le domaine médical, on en rencontre. Pour dire aujourd'hui, c'est très démocratique. Dans tous les systèmes électroniques, on va rencontrer des systèmes embarqués avec des prix plus ou moins élevés. Alors, comment fonctionne un système embarqué? Je parlais au début que le système est composé de deux grandes parties. Il y a la partie logicielle et la partie matérielle, mais là, on va aller plus en détail sur les éléments qui composent le système électronique. L'élément central, c'est ce qu'on appelle le microcontrôleur ou le microprocesseur, c'est-à-dire la CPU, centrale ou processing unit, qui est vraiment le composant essentiel et central, l'ordinateur vraiment central du système. Et après, cet équipement central, ça va viendra le logiciel, c'est-à-dire les équipes sont chargées de développer des logiciels selon la tâche qu'on veut exécuter ou les tâches qu'on veut exécuter, ça sera développé et puis chargé dans le microcontrôleur. Ensuite, autour de cette CPU, on va avoir plusieurs autres composants, par exemple la mémoire qui permettra de stocker ce logiciel-là.
mais qui permettra également de stocker tout ce qui est donné, des variables que le système a. Ensuite, on peut rencontrer également d'autres types de composants électroniques comme les ASICs, on va en parler tout à l'heure. Les ASICs, c'est Application Specific Integration Circuit, c'est des composants électroniques en fait qui sont chargés de faire des tâches spécifiques, mais on va rentrer plus en détail dans ce composant. On peut rencontrer ici d'autres éléments auxiliaires. Par exemple, dans la voiture, je parlais tout à l'heure, il y a plusieurs types de systèmes et ces systèmes-là sont interconnectés. Donc, on peut rencontrer des systèmes auxiliaires qui viennent se greffer sur le système principal-là. Ensuite, on peut rencontrer également ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, IHM, qui permettent finalement à l'homme de communiquer avec le système. Ça peut être un bouton pour clic, ça peut être un écran tactile, ça peut être également des écrans d'affichage. Et ensuite, quand le système est en panne, il faut pouvoir savoir d'où vient le problème. Et donc là, on aura des ports de diagnostic pour pouvoir connecter des équipements de multipogage et savoir d'où vient ce système. Et autour de tout ça, pour communiquer avec son environnement, on aura par exemple des capteurs. Les capteurs vont permettre de recueillir les informations de l'environnement. Ça peut être un capteur de température, par exemple, ça peut être un capteur de mouvement, etc., qui vont envoyer des informations vers la CPU. Mais ces deux mondes parlent des langues différentes. Par exemple, les capteurs, c'est des signaux analogiques qu'on va récupérer plus souvent. Et la CPU ne parle qu'en numérique. Donc, il faudra des convertisseurs numériques pour les deux se comprennent. Et vice-versa, de l'autre côté, le système va envoyer des commandes vers l'environnement. Donc, les commandes vont partir vers ce qu'on appelle des actionneurs, ici, qui peuvent être soit un moteur, des électrovannes, des bobines, des aimants, etc. Et donc, quand le logiciel va calculer une commande, ils vont l'envoyer vers l'actionneur qui soit chargé d'exécuter une tâche spécifique. Également, les deux environnements parlent des langues différentes. Les actionneurs, c'est souvent en analogique. Et comme on l'a vu, la CPU, c'est en numérique. Donc, il faudra aussi des convertisseurs numériques analogiques que les deux se comprennent. Une question. Ça devrait aller à la deuxième question. Oui. Il y a M. Boissy qui demande est-ce que le système peut exécuter une variété de tâches ou seulement une application spécifique? Alors, en général, c'est une variété de tâches. Il y a des petits systèmes qui sont vraiment chargés d'exécuter des tâches spécifiques. Par exemple, si on demande de mesurer la température de manière avec un système électronique, ça sera une tâche spécifique, mesurer la température. Mais de manière générale, les systèmes embarqués sont faits pour exécuter plusieurs actions parce que selon la dimension, par exemple, un ordinateur de bord sur un avion sera vraiment chargé de faire plusieurs tâches spécifiques ou des tâches pour arriver à son objectif. Mais de manière générale, les systèmes qu'on va rencontrer, si on prend l'exemple de l'ordinateur, on peut faire plusieurs fonctionnalités avec l'ordinateur. Donc, c'est vraiment, on peut vraiment aller très loin dans l'exécution du nombre de tâches, des fonctionnalités qu'on peut faire. Et très souvent, ce n'est pas limité à une tâche spécifique. Monsieur Sylvie, je pense que Madame Wata a répondu à votre question. L'ordinateur est-il un système embarqué? Je pense que oui, l'ordinateur est un système embarqué, puisqu'il permet de faire plusieurs tâches à la fois. On peut dire, alors l'ordinateur en tant que tel, ce n'est pas un système embarqué, mais il y a des systèmes embarqués dans l'ordinateur. Par exemple, la carte, le processeur, la carte mère, c'est un système embarqué, etc. Donc, il y a, comme je disais, il y a vraiment dans un système comme l'ordinateur, on peut rencontrer plusieurs systèmes embarqués qui communiquent, qui interagissent. On peut rencontrer aussi des mémoires, par exemple, qui les autres vont faire Je pense que Madame Wata a répondu à votre question, monsieur Boissy. Alors ici, on va parler d'un cas d'usage qui s'éloigne un petit peu de l'ordinateur dont on a parlé, mais je voulais vraiment partager ce cas-là avec vous ce soir. C'est le cas de l'ordinateur de commande de vol automatique qu'on peut rencontrer dans les avions. C'est un projet sur lequel,
par exemple, ici, c'est l'exemple de la 350. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans, entre 2011 et 2015. Et donc, je voulais un petit peu de manière générale vous donner, en tout cas, vous donner une visibilité de comment fonctionne, par exemple, un système embarqué dans un avion. Alors, comme je disais, hein, un système embarqué peut être chargé d'exécuter une tâche spécifique ou plusieurs autres tâches. Et en l'occurrence, ici, le calculateur primaire, le calculateur de vol. Alors, l'ordinateur de commande de vol de l'avion A350, ici, est chargé, en fait, d'orienter la gouverne, d'orienter le positionnement finalement de l'avion. Donc, qu'est-ce qu'il prend comme information pour arriver à cette fonction? Il va prendre des informations issues du pilote, des commandes manuelles du pilote. Là, vous avez vu le joystick qui est le levier. Ensuite, il va prendre également des informations du pilote automatique. Il va également prendre d'autres types d'informations, par exemple la position de la gouverne, la position actuelle de la gouverne, la position de l'actionneur de la gouverne, et également d'autres types d'informations. Bonsoir, M. Cécile. Merci infiniment. Donc, mon PDG, M. Cécile, vient de se joindre à nous. Merci infiniment, M. Cécile. Donc, à partir de toutes ces informations reçues, le système va calculer on va dire, la consigne, le positionnement donc, de la gouverne qui va prévoir réguler comment l'avion est positionné. Comme vous le savez, hein, l'aéronautique, c'est un domaine très sensible en termes de sécurité et de sûreté. Quand on met en place un système comme ça, il y a plusieurs précautions qui sont prises en compte. Par exemple, vous allez retrouver, pour arriver à l'architecture et au design, il y a des niveaux de certification qui sont imposés. Et par exemple, pour l'ordinateur de commande de vol, on a plusieurs cas d'accident qui peuvent arriver. Par exemple, un accident catastrophique qui va impliquer des pertes en vie humaine ou des pertes matérielles. Un accident grave et des pertes matérielles, je veux dire, un accident grave qui va impliquer uniquement que des pertes en matériel. À partir de ce moment-là, on se dit le système qu'on est en train de se designer, est-ce que quand il arrive en panne, est-ce qu'il est impliqué dans l'accident catastrophique, dans l'accident grave ou à des niveaux plus bas? Et là, en l'occurrence, par exemple, si le calculateur tombe en panne, on est dans le domaine catastrophique, parce que l'avion, la position n'est plus maîtrisée, ça peut tomber. On se dit, la certification nous impose qu'il y ait une probabilité que ça se produise à distance moyenne. À partir de ce moment-là, il y a des éléments qui sont pris en compte en termes d'implémentation. Ici, en l'occurrence, quand on développe le système embarqué, il possède 2 unités, une unité A et une unité B qui sont développées en 2 langages différents. En général du C et de l'assembleur. Et ensuite, quand en mode fonctionnement, les 2 unités exécutent exactement les mêmes algorithmes. C'est-à-dire, comme je l'expliquais, on est chargé de calculer la position. Donc, les 2 unités vont calculer la position en même temps. Les résultats sont comparés. Et si on voit que les résultats sont pas... La variable n'a pas le même résultat, on se dit qu'il y a un problème parce qu'en temps normal, l'unité A et l'unité B envoient exactement la même valeur. Donc, si la valeur n'est pas cohérente, c'est qu'il y a un problème, il faut désactiver et agir. Et comment on agit? Sur l'avion, on va retrouver 6 calculateurs total de commandes de vol, de ce genre. Il y aura 3 primaires et 3 secondaires. Donc, si on applique ce qu'on vient de dire, on compare l'unité A et l'unité B et on trouve qu'il y a un problème, on se dit on fonctionne sur le primaire 1, s'il marche plus, on le désactive, on passe au primaire 2, et ainsi de suite jusqu'au primaire 3. Et si, de manière consécutive, on a 3 pannes, c'est-à-dire les 3 primaires sont tombées, on a encore la chance d'exécuter 3 secondaires. Mais les secondaires sont en mode dégradé, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Donc voilà des éléments qu'on peut prendre en compte dans le développement des systèmes embarqués dans l'aéronautique qui permet en tout cas de respecter certains critères de surprise et de sécurité vu la vie humaine qui est vécue. Mais de manière générale, hein, on peut définir l'IA comme
sous-domaine de l'informatique, qui est un ensemble de théories et de techniques pour simuler une forme d'intelligence humaine. Donc, on retrouve toujours le rapport à l'humain, en fait. Est-ce que le système a un comportement qui ressemble au comportement que l'humain pourrait avoir? C'est allé un peu trop vite. Est-ce qu'on peut aller un peu trop, sans vraiment difficile là des écoutes? Et c'est trop vite. OK. OK. Donc, je vais essayer d'aller plus lentement. Et donc, ce que je disais, c'est que vraiment, de manière générale, hein, une intelligence artificielle va essayer, en tout cas, va approcher le comportement qu'un humain pourrait avoir dans le contexte identique. Et donc, il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent nous permettre de dire que un système est une intelligence artificielle. Déjà, la perception, est-ce que le système perçoit quelque chose? Il y a également l'apprentissage, est-ce que le système arrive à apprendre à partir de données de son environnement? On peut également parler du raisonnement. Est-ce que le système, dans son fonctionnement, peut avoir une forme de raisonnement? La résolution de problèmes également. L'intelligence artificielle va permettre de résoudre des problèmes. Et le dernier point, c'est la compréhension du langage naturel qu'on voit de plus en plus, par exemple avec ChatGPT. Ces 5 éléments peuvent permettre de se dire est-ce qu'un système est une IA. On n'est pas obligé d'avoir les 5 à la fois. Certains systèmes vont avoir une seule de ces caractéristiques-là ou deux, voire plus, mais on n'est pas obligé d'avoir toutes ces caractéristiques-là pour se dire que le système est une IA ou pas. Mais au minimum, il faut pouvoir, en tout cas, remplir une de ces spécifications. Ensuite, là, on va parler des défis de l'IA conventionnelle. Alors, l'IA conventionnelle, c'est un terme que j'ai utilisé ici pour définir l'IA finalement qu'on exécute dans le cloud. Donc, ça sera l'ensemble des opérations qu'un système va mobiliser pour faire une exécution de l'intelligence artificielle au niveau du cloud. Donc, quand on fait de l'IA ou quand on exécute nos algorithmes dans le cloud, on transporte finalement le lieu de traitement qui est les serveurs, qui est le cloud, est différent du lieu de collecte. Par exemple, les données sont collectées à partir d'un ordinateur, à partir d'une tablette ou à partir d'un objet IoT. Et donc, il faut pouvoir transporter ces données jusqu'au cloud pour pouvoir faire le traitement. Et avec cette approche-là, on a plusieurs challenges à relever. Hein. Par exemple, la latence. Sur les systèmes embarqués, vous allez voir une des grandes spécificités, c'est le temps réel. Certains systèmes, c'est de l'ordre c'est très peu, même plus que la microseconde. Donc, quand l'action arrive, il faut pouvoir réagir immédiatement. Par exemple, pour les véhicules autonomes, si une urgence arrive, il faut pouvoir prendre les actions nécessaires. On n'a pas besoin d'envoyer les données et ramener les résultats. Parce que dans ce cas, s'il y a, par exemple, un problème lors du transfert des données, etc., le système peut ne pas fonctionner convenablement et poser certains problèmes qui peuvent être graves. Il y a également, par rapport à ça, les problématiques liées à la confidentialité des données. Ceux qui se sont connectés aux afterwork passés ont pu voir que ça implique également déploie beaucoup d'éléments, en tout cas beaucoup de techniques en termes de confidentialité des données. Et donc, quand on travaille sur l'IA, sur le cloud, il y a également le challenge lié à cette problématique-là. Il y a un certain nombre de procédures à mettre en place pour être compréhensible. Également, il y a des problématiques énergétiques. Pourquoi? Parce qu'en termes de stockage, quand on exécute au niveau cloud,
il y a énormément de demandes en termes de stockage de données. Il y a également le transfert de données du lieu de collecte vers le cloud va nécessiter également un certain apport à l'énergie. Donc, il y a les problématiques là liées à l'énergétique. Et le dernier point, c'est le point lié au coût. Alors, le coût, on va avoir deux éléments de stockage. Parce qu'effectivement, plus on a de données, plus on a besoin de capacité de stockage. Donc, l'investissement va être élevé. Mais également, il y a également le coût lié au transfert de données, avec des abonnements auprès des opérateurs accès aux données qui nous permettront de transférer la donnée du lieu de collecte vers le lieu de traitement. Et donc, à partir de ces contraintes-là, vous allez voir que l'IA embarquée, finalement, va apporter une réponse à certains éléments dans des cas spécifiques où vraiment l'exécution au cloud n'est pas nécessaire. Mais d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que l'IA embarquée. Alors, l'intelligence artificielle, on peut embarquer, on peut la définir comme les capacités comme une combinaison des capacités des algorithmes d'IA et des systèmes embarqués, pour vraiment apporter cette intelligence artificielle au niveau même du composant de l'équipement. Donc, ici, on n'a plus besoin de collecter la donnée et d'aller traiter dans le cloud, mais la donnée collectée au niveau de l'équipement du téléphone et la donnée liée à ces exécutions sur le téléphone-là et le résultat aussi est obtenu à partir de l'équipement. Donc, comme on a vu au début lors de la définition, les premiers systèmes embarqués étaient très grands. Aujourd'hui, on se retrouve avec des équipements très, très petits sur lesquels il faut pouvoir déployer des systèmes miniaturisés. Donc, il y a effectivement les progrès en termes de miniaturisation de l'électronique qui ont pu finalement permettre d'arriver à faire des systèmes électroniques, des systèmes embarqués très petits dans les équipements et pouvoir également déployer des algorithmes d'intelligence artificielle sur ces mêmes équipements-là. Et encore une fois, ça s'est rendu possible grâce à deux composantes. À chaque fois, on retrouve les deux composantes ici. Le matériel, qui est vraiment le système, le hardware qui est là, qui permettra de recevoir la partie logicielle ici, qui est du code, des algorithmes pour la partie fonctionnelle. Et ici, ces deux parties vont pouvoir s'intégrer et permettre de réaliser des tâches spécifiques du machine learning, puisqu'on parlera plus de machine learning. Alors, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle embarquée? Quand on parle de l'intelligence embarquée, on sait que les algorithmes ont besoin vraiment de ressources de calcul. Les algorithmes ont besoin également d'apport énergétique, de puissance d'alimentation pour s'exécuter. Et les algorithmes également vont avoir besoin d'une grande capacité de stockage. Mais comment on peut, soit en composant miniaturisé, comme les d'autres types d'équipements IoT ont arrivé à relever ces contraintes-là, on va finalement passer par plusieurs niveaux qui vont permettre d'exécuter des algorithmes puissants sur des composants très petits. Ça commence déjà par quelle technique on va utiliser en termes d'optimisation. Les algorithmes qu'on va utiliser sur les PC ou sur les serveurs ne vont pas forcément être exactement les mêmes qu'on va utiliser sur les systèmes miniaturisés. Donc, il faut forcément de l'optimisation sur ces algorithmes-là pour réduire les coûts en termes de RAM, réduire les calculs et puis réduire également le besoin en stockage. Ensuite, une fois que cet effort d'optimisation est fait, il faut réfléchir matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau matériel également pour venir appuyer et aider nos systèmes à répondre aux contraintes qui sont soulevées, contraintes de puissance de traitement et de consommation de l'énergie. Et là, on aura des processeurs spécialisés
On va voir juste après. Il y a différents types de hardware hein, qui vont permettre d'accélérer les études. Parallélisation, par exemple, ou d'autres types de mécanismes qui vont permettre d'accélérer les données au système pour réaliser la fonction attendue. Il y aura également un gros point qui est très important. Finalement, c'est les compétences des développeurs. Sur les algorithmes PC serveur, on va plus faire focus sur du Python, du R. Comme bien sûr l'embarquer, il faut aller sur des langages qui peuvent aller au plus près du composant matériel. Et pour ces langages-là, on va parler du C, C++, par exemple, on va prioriser ces deux langages. On va parler également du Java, qui sont des langages vraiment qui permettent de communiquer et d'exécuter des algorithmes aider à optimiser le traitement de l'intelligence. Également, en dernière position, on va parler du format d'échange de modèles. Qu'est-ce qu'un format d'échange de modèles? Comme je disais au début, on utilise différents types de librairies dans le système PC serveur. Mais ces modèles-là ne peuvent pas être directement utilisés dans le monde intelligence artificielle embarquée. Pourquoi? Parce que déjà, comme vous le savez, on l'a déjà dit, les capacités restantes du stockage et du calcul. Et dans ce cas-là, il faudra mettre en place des mécanismes de conversion qui vont permettre de compresser les algos, ces algos dont on est habitué à des algos plus optimisés, plus réduits et moins. Donc, on va voir de manière générale que l'ensemble de ces enjeux-là vont demander plus aux ingénieurs. Par exemple, un ingénieur hein, qui était habitué à travailler que sur des systèmes embarqués de base qui n'intègrent pas l'intelligence artificielle, s'ils doivent déployer de l'intelligence artificielle sur ces mêmes systèmes-là, en plus des compétences en hardware, en plus des compétences en logiciel, doivent pouvoir avoir des compétences en machine learning, etc. Et de manière pratique, hein, selon le système, si des grands ou petits, les ingénieurs qui travaillent, par exemple, la compétence peut être centralisée au niveau de une seule personne pour être chargée de faire tout ça. Et sur des systèmes plus grands, par exemple, il faudra quand même une synergie des équipes qui sont dédiées au hardware, des équipes qui sont dédiées au logiciel et des équipes qui sont dédiées à l'intelligence artificielle. Toutes ces personnes vont pouvoir se comprendre pour mettre en place des fonctionnalités qui marchent très bien. Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une personne qui parlait. Non, il venait juste d'arriver. Donc, excusez-moi. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent simplement lever la main ou écrire les questions dans la conversation, c'est encore mieux. Ne pas interrompre Mme Ouattara lors des interventions. Merci beaucoup. Et donc là, on va parler de l'accélération matérielle, je le disais précédemment, pour arriver à déployer une intelligence artificielle sur un système réduit. Il y a différentes techniques qui sont mises en place. En plus de l'optimisation de l'algorithme, on va pouvoir agir au niveau matériel, accélérer nos calculs. Il y a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui. On parlera par exemple des FPGA, qui sont des circuits programmables qui sont vraiment des capacités élevées. Et il faut faire de l'attention au niveau des calculs, mais également une grande flexibilité. Ces systèmes peuvent être du fait de leur conception très coûteux en termes d'investissement. Donc, quand on fait un choix sur le matériel, il est très important également de pouvoir prendre tous ces éléments-là, l'apport que le système doit avoir par rapport au
FPGA en face. On va également rencontrer ce qu'on appelle les composants ASIC. Ces composants, à l'inverse du FPGA, ils sont chargés en fait d'exécuter une tâche spécifique. Là, quand il est designé, déployé, il peut exécuter ce pourquoi il a été fait. Il n'est pas reprogrammable à l'inverse du FPGA. Donc, il offre des performances optimisées, une faible consommation également au niveau de l'énergie. Un autre avantage par rapport au FPGA également, c'est moins tous les FPGA. On va rencontrer également ce qu'on appelle les GPU, les processeurs graphiques, qui vont avoir un grand apport en termes de parallélisation des processus. Donc, voilà. C'est des composants matériels qu'on va pouvoir utiliser sur tout ce qui est l'exécution des processus massivement parallèles. Et le dernier composant ici, c'est ce qu'on appelle les NPU, qui vont pouvoir aider à accélérer les opérations de calcul sur vraiment les spécificités du deep learning. Ces processeurs-là, ces équipements-là sont faits vraiment pour adresser tous les algorithmes liés au réseau de neurones. Alors là, on va commencer à parler des cas pratiques. Au début, lors de l'introduction, je parlais de quoi d'applications spécifiques de l'intelligence embarquée. On va voir aujourd'hui. Le premier domaine, c'est la robotique. Alors ici, la robotique, en fait, quel est le fonctionnement finalement? Comme je disais, ici, la décision revient à l'équipement, c'est-à-dire au niveau du robot. C'est tout ce qui sera exécuté en termes d'algorithmes d'action, tout est centralisé. On n'envoie pas les informations au niveau cerveau. Ça peut arriver de manière exceptionnelle. Par exemple, toutes les informations captées peuvent être envoyées. Bonjour. Toutes les informations captées peuvent être envoyées de manière périodique au niveau serveur pour pouvoir en tout cas faire des optimisations plus poussées. Et ici, les premiers éléments, les premières algorithmes seront déployés au niveau du robot. Et ce robot-là, finalement, va pouvoir interagir avec son environnement, avec les humains. Quelle action il peut faire, quelle action il peut comprendre en termes de compréhension de son environnement? Ça sera la reconnaissance, par exemple, du langage naturel. Ça sera également la reconnaissance des émotions. On parle de plus en plus des robots qui arrivent à capturer l'émotion du visage pour pouvoir réagir en fonction. On va parler aussi de la reconnaissance des gestes que les humains ont vis-à-vis de ce robot-là. Et avec tous ces éléments au pays, il va pouvoir mener des apprentissages et permettre de prendre des décisions, faire planifier des décisions. Pas que planifier des décisions, une fois que l'apprentissage est fait, on va pouvoir générer des comportements spécifiques, c'est-à-dire vis-à-vis de l'émotion, qu'est-ce qu'on va pouvoir exécuter comme comportement du robot, etc. On va pouvoir également faire la reconnaissance d'objets par rapport, en tout cas, à l'environnement dans lequel on est. Je pense qu'on a une autre question de M. Passy. Il demande comment choisir entre une FPU et un FPGA ou d'autres solutions. C'était par rapport à la diapo dernier, l'accélération matérielle. Alors, comment on choisit entre ces éléments les quatre propositions au niveau de l'accélération matérielle? Ça dépend de l'objectif qu'on a. Ça va dépendre vraiment de l'objectif qu'on a. Par exemple, si on prend la question qui est entre la NPU et le FPGA, par exemple, la NPU, ça sera vraiment pour ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire les algorithmes plus poussés qui impliquent des réseaux de neurones. Là, on va cibler la NPU parce qu'elle sera plus efficace. Au niveau des algorithmes
plus légères, qui ne nécessitent pas, en tout cas, qui nécessitent de machine learning plus basique, on va partir sur du FPGA. Il y a également un élément qui est très important à prendre en compte. Là, ce que je viens de décrire, c'est la complexité. Donc, plus on est complexe, s'orienter plus vers la LPU, moins complexe. Peut-être aller vers du FPGA et montrer d'autres éléments. Mais il y a également le coût qu'on va faire, le coût qu'on peut avoir en face. La LPU va être plus coûteuse que les FPGA. Et dans ce cas-ci, l'opération ou l'algorithme que je veux implémenter ne nécessite pas autant de capacité, c'est de partir sur des éléments moins creux pour pouvoir exécuter l'action que l'on veut dessus. Donc là, tout à l'heure, je décrivais le cas d'usage du robot, comment les robots peuvent interagir avec leur environnement pour pouvoir comprendre leurs émotions, pouvoir faire la reconnaissance de paroles et de langage naturel et reconnaissance de gestes également. Ceci va leur permettre de prendre des décisions, de générer des comportements spécifiques, mais également faire d'autres types d'actions comme la reconnaissance d'objets. Le deuxième élément qu'on va voir, c'est les véhicules autonomes. Au début, je décrivais au niveau du système embarqué, quel type de système on peut rencontrer dans les véhicules. Donc, dans les véhicules, aujourd'hui, on rencontre énormément de calculateurs, que ce soit pour le moteur, pour la vitesse, etc., pour le freinage. Il y a plusieurs composants et systèmes électroniques qui sont déployés. Et pour arriver au véhicule autonome, on va dire automatiser plusieurs de ces calculateurs. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs, on parle beaucoup de véhicules autonomes. Et on va dire, c'est rentré dans les mœurs depuis bien longtemps, ce qu'on peut appeler véhicules autonomes, mais à certains niveaux. On a 5 niveaux d'autonomie aujourd'hui qui sont définis. Donc, le niveau 1, qui est vraiment le niveau qu'on peut appeler le plus basique, c'est le régulateur de vitesse qui va s'adapter de manière automatique et assister le conducteur pour maintenir en tout cas une cible, on va dire, au niveau prédéterminé. Ça, je pense que la majorité des véhicules modernes les détectent aujourd'hui et ça facilite la conduite sur les autoroutes. Il y a également le niveau 2 qui finalement va être du niveau 1 avec tout ce qui est aide au stationnement, les caméras de stationner, mais également le dépassement automatisé. Donc, si on fait un dépassement sur le route, ça permet de changer pour appuyer, réguler la vitesse pour pouvoir faire le dépassement de manière automatique. Et on va retrouver également le niveau 3, le troisième niveau, qui, en plus du niveau 1 et 2, ça va s'ajouter la circulation sur l'autoroute sans intervention. Sur l'autoroute, on a moins d'obstacles, il y a moins de piétons, il n'y a pas de véhicules de roue dans les morts. Donc, ça permet vraiment d'avoir une conduite autonome sur l'autoroute, là où il n'y a pas trop d'obstacles. Et le niveau 4, c'est le niveau visé. La voiture va circuler sans intervention, sauf en cas vraiment d'urgence ou on a besoin de vraiment réagir. Et le dernier niveau, c'est le et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me dire quel niveau existe sur le marché? Quel est le niveau qu'on peut retrouver dans le marché en termes d'autonomie des véhicules? Possible. Alors, le niveau 5, certains vont dire ils l'ont, mais peut-être sur des secteurs très spécifiques dans l'industriel, par exemple les robots qui sont chargés de déplacer des marchandises dans les entrepôts. Ça, on peut dire peut-être on est sur du niveau 5, mais pas forcément, on est encore un petit peu du niveau 5. Parce que même sur certains véhicules, il y a quand même, on va dire, de l'assistance système qui permet de mener ces échanges. C'est pas les véhicules. Donc, on n'est pas encore au 5. Voilà, quelles sont les prévisions? Alors, les prévisions actuelles, je vais commencer, donc je vais répondre à la question. On est aujourd'hui au niveau 3. Aujourd'hui, c'est le niveau 3 qui est commercialisé.
avec Mercedes, d'autres constructeurs. Tesla qui communique beaucoup sur la voiture autonome et au niveau de ils sont les véhicules électriques, mais c'est en niveau commercialisation et des valeurs qui sont encore au niveau 2. Alors, en termes de projection, le niveau 4, il y en a qui se disent 2000 aux environs de 2030, mais certains se disent d'ici 2025-2026, il y aura. Et pour arriver en fait à ce niveau d'autonomie, il y a plusieurs équipements qui sont utilisés parce que finalement, le conducteur utilise ses différents sens pour conduire, s'adapter à la visibilité. Donc, on va utiliser par exemple des caméras lidar qui sont des scanners laser en très longue portée pour voir sur une très longue distance et anticiper suffisamment. Donc, on va utiliser ces équipements sur les véhicules autonomes. On va retrouver également des caméras trifocales qui vont au niveau du tableau de bord également pour aider à la perception. On va retrouver également des radars dans le parcours du véhicule. On va voir ce qui se passe, mais de manière très proche, l'environnement proche. On va retrouver également des capteurs de façon des obstacles. Et le dernier exemple, c'est les caméras pour aider à tout, pour vraiment remplacer la vue. Est-ce qu'il y a des questions pour ce cas spécifique? Monsieur Evren Fadiga, il y a une question. Il a écrit, on va continuer après, on revient là-dessus. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Non, je voudrais savoir en termes de sécurité pour l'IA embarquée, que ce soit dans l'aviation, dans l'automobile, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'inquiéter plus ou moins en termes de sécurité, étant donné que la cybercriminalité est en train de se développer, parce que pour quelqu'un qui a la possibilité, par exemple, pour les véhicules, ou à travers tout simplement la géolocalisation, on peut détourner des véhicules, on peut détourner tout simplement des véhicules, puisque un véhicule qui a la possibilité de rouler tout seul test sans chauffeur, mais pour quelqu'un qui est assis derrière, tout simplement, son clavier a la possibilité de détourner. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen aujourd'hui, comment on appelle ça, de contrecarrer, ou peut-être que non, ça ne pose pas de plus en plus de problèmes de cybersécurité? Voilà. C'est une très bonne question. Effectivement, plus on automatise les actions et qu'on intègre l'intelligence artificielle ou même le traitement informatique sur les équipements, on a une certaine problématique de sécurité. Alors, c'est un questionnement. Par exemple, l'intelligence artificielle embarquée, il y a plusieurs équipements qui sont touchés. Mais quand on arrive, par exemple, au véhicule autonome, je vais parler du véhicule autonome, il y a certains prérequis qui sont pris en compte. Bien sûr, la menace est là, parce qu'un véhicule qui est appelé à rouler de manière autonome, si le système est pris en otage, les dégâts peuvent être très importants. Donc, ces systèmes-là vont vraiment être étudiés en termes de robustesse vis-à-vis des défaillances ou bien des failles qu'on peut avoir avec la cybercriminalité pour s'assurer que tout ce qu'on va déployer va avoir un certain niveau de robustesse en termes de
défaillances et de failles vis-à-vis de ces attaques-là. Donc, la question est là, la question est très importante. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans certains domaines, par exemple, vous allez voir dans mes exemples, je n'ai pas mis l'aéronautique, mais dans certains domaines comme l'aéronautique, on est encore en train de traîner les pieds par rapport à cette IA-là pour l'embarquer vraiment dans les avions. On peut le retrouver dans les composants sol, c'est-à-dire les équipements qui sont au sol, qui permettent d'optimiser les process de production et de développement. Mais vraiment l'embarquer dans l'avion, les gens prennent encore les pieds parce qu'en termes de certification, on voit que la certification pour ces types de données vont s'appuyer sur des vérifications formelles. Et quand on arrive sur l'IA, on ne peut pas appliquer de la vérification formelle. Et sur des domaines de ce genre, on a besoin de savoir, pour un environnement donné, on veut s'assurer que le système a un comportement spécifique qui est maîtrisé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec l'IA parce que l'IA va s'adapter et va avoir des comportements qui ne sont pas peut-être connus en amont au moment de l'entraînement. Donc, c'est ces challenges-là qui font que progressivement, sur des domaines moins sensibles comme l'automobile, on peut se dire on y va à un certain niveau en prenant en compte tous ces aspects-là. Et pour d'autres domaines plus poussés comme l'aéronautique, on traîne encore les pieds. Je voulais savoir, les pilotes automatiques, c'est la même chose que le système de On peut dire en termes de fonctionnement, c'est la même chose. S'il vous plaît, Madame Ouattara, est-ce que vous permettez, j'aimerais rajouter juste quelque chose par rapport à la réponse que vous avez apportée précédemment. Donc, effectivement, dès lors que aujourd'hui, les systèmes embarqués sont de plus en plus prépondérants et par le passé, vous voyez, comme dans l'exemple que Mme Ouattara a présenté, les systèmes embarqués étaient beaucoup utilisés pour des actions très spécifiques dans des domaines industriels, avioniques, etc. Ils n'étaient pas vraiment ouverts au grand public. Donc, c'était des systèmes qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Donc, forcément, les risques en matière de cybersécurité étaient faibles à l'époque parce que déjà, ils n'étaient pas disponibles sur Internet. Effectivement, aujourd'hui, les véhicules connectés sont tous reliés à Internet. Les machines à café intelligentes, tout ce qui est réfrigérateur intelligent. Samsung a sorti des réfrigérateurs qui sont bourrés d'électronique et de systèmes embarqués, qui sont capables de pouvoir scanner l'intérieur de votre réfrigérateur quand vous posez des aliments et de pouvoir estimer les dates de péremption et de pouvoir vous notifier, par exemple, pour vous dire, ah voilà, il y a des tomates qui arrivent bientôt à expiration, soit il faut les inclure dans la liste d'achat ou bien il peut vous proposer certaines recettes. Donc, effectivement, aujourd'hui, le fait que les systèmes embarqués soient démocratisés partout et cela encore les rend encore plus pratiques avec l'avènement de l'IA, il y a beaucoup plus de risques à n'en point douter. En 2019, il y a eu un cas sur les véhicules autonomes. Il y a des hackers qui avaient réussi à prendre le contrôle de véhicules autonomes via la puce GPS. En gros, il y avait une vulnérabilité dans la puce GPS qui permettait aux hackers de pouvoir simuler des ondes radio et via cela, ils ont réussi à créer des buffer overflow dans le véhicule et arriver à prendre le contrôle. Donc, voilà. Donc, comme dans tout avènement technologique, ça arrive avec son lot de cyber menaces ici, en l'occurrence. Il y a des standards qui sont promulgués par la communauté et qui permettent aux entreprises de pouvoir s'assurer que leur intégration des systèmes embarqués, leur utilisation est bien faite. Voilà. Et aujourd'hui, le cadre législatif aussi, dans la majorité des pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Europe, même en Côte d'Ivoire, s'est mis à niveau pour pouvoir aussi responsabiliser tous les acteurs pour qu'ils prennent conscience de ces risques-là et que
il les traite vraiment depuis la conception. Donc aujourd'hui, on parle de tout ce qui est security by design et le privacy by design, justement, pour pouvoir se protéger et protéger les consommateurs contre ces nouvelles cyber menaces-là. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Merci beaucoup, Moussa. C'est vraiment un apport intéressant parce que l'avantage que vous avez ici, donc, Moussa, c'est le DG de DIC France et qui est également le responsable de l'offre cybersécurité au sein du SAD. Et l'avantage de ces acteurs, c'est vraiment il y a plusieurs compétences qui sont ensemble et qui permettent aux uns et aux autres d'intervenir et puis d'apporter une réponse aux problématiques qui sont posées. Là, en l'occurrence, on parle du système embarqué, mais il y a nos experts de la cybersécurité qui sont là, qui permettent aussi d'intégrer ce volet sécurité dans ces systèmes, en tout cas d'apporter une réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour relever des challenges liés à la cybersécurité de ces systèmes. Donc, juste avant l'intervention, merci beaucoup Moussa. Juste avant l'intervention de Moussa, on avait une question. C'est comment votre nom? C'est Monsieur Mille. D'accord. Donc, votre question, c'était de savoir si depuis alors, on va dire, c'est à peu près, il y a des convergents, il y a des similitudes, mais par exemple, sur les véhicules autonomes, comme Moussa disait, il y a plusieurs risques liés à la cybercriminalité. C'est les mêmes risques pratiquement qu'on va retrouver, par exemple, dans l'aéronautique. Et également, il y a également un volet qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui est environnemental au niveau des avions. Quand ils sont en altitude au niveau des vols aussi, il y a l'environnement qui permet que aussi le système embarqué doit pouvoir intégrer tout ce qui peut être niveau onde ou influence avec les foudres, l'environnement spécifique qu'on peut retrouver en tout cas dans l'atmosphère. Et tous ces volets-là, par exemple, peuvent avoir, on va dire, un impact avec le système qu'on est en train de développer. Avec les systèmes actuels qui n'intègrent pas encore l'intelligence artificielle, on prend certaines proportions parce qu'on connaît plus ou moins les menaces et on peut simuler qu'est-ce qui peut arriver et si ça arrive, comment on peut réagir. À la différence de l'IA aujourd'hui, par exemple, si un avion intègre une IA embarquée et que quelque chose arrive en termes d'inférence d'onde, etc., en altitude, forcément, peut-être qu'on n'aura pas entraîné le système pour ça et ça pourrait amener à des réactions qu'on ne maîtrise pas. Nous, aujourd'hui, pour des systèmes très sensibles qui, quand une panne arrive, le véhicule, quand une panne arrive, quand un problème arrive, on va dire le véhicule, c'est 5 places de personnes. Donc, c'est un petit peu, je veux dire sensible, ce qu'on est en train de dire, mais ces 5 places, le risque est moins élevé. En avion, on parle de centaines de vies humaines, et donc les précautions ne sont pas forcément les mêmes. Alors, je pense qu'on a beaucoup de questions. Il y a M. Momo qui demande est-ce que le FPGA est disponible sur le marché de l'électronique? Oui, les FPGA, c'est des composants qui existent très longtemps. C'est vraiment l'électronique, les systèmes intégrés qu'on rencontre depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent sous cette technologie-là. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que par le passé, c'était pas très évident de retrouver des cartes électroniques sur lesquelles on peut effectuer des développements. Aujourd'hui, avec la démocratisation de toutes ces technologies-là, on peut vraiment se procurer des cartes électroniques qui intègrent les dernières technologies dont on a parlé, les FPGA, les NPU, des GPU sur le marché à des coûts très, très réduits. Pour les férus d'innovation et en tout cas d'expérimentation, ils peuvent trouver pour leur compte des composants déjà qui intègrent, des cartes qui intègrent déjà ces technologies-là à des coûts très faibles.
Une question du doyen Fadiga. Mais n'arrive pas à activer son. Allô, monsieur Fadiga? Monsieur Fadiga, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Je propose de continuer sur la présentation depuis le temps. Sinon, oui, on dirait qu'il a activé. Voyez, vous nous entendez? Okay. On va continuer peut-être le temps qu'on finisse la présentation. On va pouvoir écrire pour un programme. Donc, le dernier exemple que je vais partager avec vous ce soir, c'est ce qu'on appelle les drones d'inspection. Alors ça rentre dans des domaines qu'on porte de plus en Côte d'Ivoire et dans les industries actuelles. Ça rentre également dans le domaine de la maintenance prédictive, sur lesquels il y a un domaine très intéressant pour ça, sur lesquels on a des sujets en interne, sur lesquels on travaille en interne avec plusieurs clients, plusieurs partenaires, en tout cas développer ce côté, la maintenance prédictive. Alors, quel est l'apport, en fait, des drones d'inspection? Ça va permettre d'accéder à des sites très, très sensibles ou très isolés sur lesquels il est très difficile d'accéder. Oui, vous avez une question? Allô? Oui, doyen. Je vous entends, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, doyen. Vous pouvez poser votre question. D'accord, ok. Ce n'est pas une question que je voulais poser, c'est faire une petite contribution. D'abord, féliciter Mme Ouattara pour son exposé, son brillant exposé académique. J'avoue que ça me rappelle mes premiers cours d'aéronautique à MIT, après, dans les années 1979, après mon diplôme d'ingénieur des travaux publics. Pour moi, quand on me parlait des systèmes de navigation, tout ça, je me disais, mais je me suis trompé. Un ingénieur des travaux publics, je ne cherche pas à conduire un avion, qu'est-ce que je viens chercher ici? Mais c'est par la suite que, dans le monde du travail, Mme Ouattara a bien parlé tout de suite des systèmes embarqués et de l'interface homme-machine. Ça, c'est très, très important. Aussi bien l'interface homme-machine se fait au sein de l'avion, mais il se fait aussi entre l'avion et les installations au sol, soit dans les aéroports, soit le long des routes aériennes. Et c'est en tant que concepteur des tours de contrôle et des machins que je me suis rendu compte que tout ce qu'on disait à MIT en matière d'équipements embarqués, mais les mêmes équipements se trouvent aussi dans les tours de contrôle et l'échange d'informations se fait entre l'homme et la machine, entre les machines à bord des avions et les machines qui sont dans les tours de contrôle. Et vraiment, au début, je ne me comprenais pas pourquoi j'étais à MIT au premier cours là. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec le génie civil, alors que j'ai oublié que dans le métier de l'aéronautique, il y a non seulement le génie civil pour les infrastructures au sol, pour faire atterrir les avions, mais aussi il y a les équipements de navigation qui sont en contact en permanence avec les avions. Vous savez, un avion, il est plus facile à conduire qu'une voiture. L'avion, vous êtes à bord, vous recevez les indications de les tours de contrôle qui vous guident. Vous n'avez pas grand-chose à faire sauf suivre les instructions. Dès que vous décollez, on vous dit, bon, prenez tel cap, après telle minute de vol, vous signalez votre position. Et sur les écrans, dans les tours de contrôle, les gens vous voient. Donc, vraiment, je remercie Mme Ouattara pour cet exposé-là. Et j'ajouterai qu'avec l'évolution des nouveaux types d'appareils, avec des rayons d'action plus longs et des capacités d'emport plus élevées, effectivement, heureusement qu'il y a ces équipements-là sophistiqués qui font qu'aujourd'hui, le monde du transport aérien, le monde du transport le plus sécurisé au monde. Bon, tout de suite, concernant l'inconvénient de l'IA, à chaque fois dans mes notes de lecture quotidiennes, quand je vois des anciens qui parlent de ça,
J'envoie même des copies souvent au DGA et au président parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une vraie réflexion à ce titre que vous trouvez beaucoup d'articles où on dit intelligence artificielle en jour de mots. Ça veut dire que l'intelligence artificielle peut faciliter notre vie comme ça peut réduire même le monde entier en une fraction de seconde si on ne s'y prend garde. Et comme Moussa l'a dit, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des États-Unis, il y a des groupes de travail maintenant qui sont à pied d'œuvre pour limiter les effets néfastes de l'intelligence artificielle. C'était la petite contribution que je voulais ajouter. Merci et félicitations, Mme Ouattara. Merci beaucoup, M. Fadiga. C'est très intéressant votre intervention. Et puis, ça permet aussi d'apporter plus de visibilité à ce que se fait au niveau aéronautique dont on a parlé. Donc, on va poursuivre. Le dernier cas dont on parlait tout à l'heure, c'est les communes d'inscription. Je disais tantôt que c'est vraiment il faut utiliser pour la maintenance préventive, dans le domaine d'innovation et de prédiction sur lequel ça travaille avec ses partenaires. Et finalement, l'avantage de ces drones d'inspection, c'est de pouvoir accéder à ces sites, à des sites très difficiles d'accès, sur lesquels le danger pour l'humain peut être très élevé. Ça peut être par exemple sur l'inspection des pylônes électriques pour les compagnies d'énergie, comme Côte d'Ivoire Énergie ou la CIB. Ça peut être également la surveillance des sites très sensibles, comme les sites pétroliers qui sont très loin en mer ou bien sur des zones isolées. Pour ces zones spécifiques, vraiment, l'utilisation des drones d'inspection peut être très utile pour permettre de prendre les décisions très rapidement en temps réel et puis agir pour la transition. Et donc, quelques exemples de missions qu'on peut avoir avec ces technologies, c'est l'inspection industrielle, par exemple, une fuite de gaz ou un problème de suture sur une tuyauterie peut être très rapidement détecté grâce au lien entre l'intelligence artificielle et la vision, ce qu'on appelle le computer visuel. Également, ça peut être l'inspection de panneaux photovoltaïques. De plus en plus des pays africains déploient sur plusieurs kilomètres carrés ou bien de grands espaces de panneaux photovoltaïques pour appuyer finalement l'accès à l'énergie. Et dans sur ce volet-là, comment faire la maintenance, le survol de ces espaces-là par des drones pour permettre de prendre des images en temps réel, faire le processing sur l'équipement même et pour monter les indicateurs. Également, ça peut être utilisé sur les bâtiments très bon, ça permet de faire des inspections thermographiques de toiture. Le dernier élément, c'est pour les ouvrages d'art, par exemple les ponts, les barrages. On peut également utiliser les drones pour faire les inspections nécessaires pour monter des défaillances ou des problématiques et pouvoir prendre de l'action très rapidement. Tout ceci finalement a pour objectif vraiment d'optimiser les process, avoir moins de temps de panne, mais également niveau sécurité, c'est l'apport est très important, encore une fois, parce que comme je disais, ça permet vraiment à l'humain finalement de ne pas prendre trop de risques. Le robot ou le drone va aller faire des activités risquées et l'humain pour rester en retrait et prendre les actions nécessaires qu'il faut. Et donc, là, on va parler des systèmes critiques. Je pense que la question a été déjà posée par rapport à finalement quel est le danger encouru sur ces systèmes-là où on implémente l'IA. Je disais tantôt que certains systèmes critiques qui sont par exemple dans l'aéronautique ne sont pas encore prêts à 100% déployés. Donc, aujourd'hui, selon le niveau de sécurité voulu, les téléphones, il y a pas le niveau de sécurité pour être très faible, donc on va y aller très rapidement. Pour les voitures, on va prendre plus de précautions. Pour les avions, il faudra encore plus de précautions. Donc, les trois variables, les quatre les éléments clés en fait qu'il faut pour
déploie une IA sur les systèmes critiques, ça sera déjà la robustesse de ce système-là. La fragilité et une importante limitation des applications. Il est difficile vraiment, voire impossible de garantir que les données d'entraînement du modèle représentent bien les situations réelles. Dans ce cas, on va dire tous les cas possibles ont été abordés au nom. Il y a également, on a parlé beaucoup, j'ai parlé beaucoup de certification. Est-ce que le système, où on ne maîtrise pas ces réactions, où on ne maîtrise pas finalement ce qui peut se passer dans un cas spécifique, est-ce que ce système-là est certifié? Donc, il y a ce domaine-là supposé sur des systèmes comme les voitures, comme les avions. Est-ce qu'on peut appliquer des IA qui sont finalement difficiles à certifier vu leur on va dire, évolutivité vis-à-vis de l'environnement? Également, il y a la partie interprétabilité. Les défis qu'on rencontre souvent avec les algorithmes, c'est pouvoir les expliquer. Ils sont de plus en plus complexes. On a de plus en plus d'algorithmes disponibles qui peuvent apporter de grands résultats. Mais encore, le défi reste à expliquer ces algorithmes-là et dans ce cadre-là, des systèmes, ça peut être décourageant, ça peut décourager les autorités à se lancer parce que si on n'arrive pas à maîtriser le système qu'on a mis en place, on ne comprend pas le risque. Il y a également, au volet dont on parlait, comme ça, Traoré, la sécurité, investi by design, c'est-à-dire prendre tous les éléments sécuritaires qu'on va prendre en compte pour pouvoir intégrer dans le design du système, dans la mise en place du système, dans le développement du système. De la confidentialité, de la sécurisation des données des hommes. Là, c'est les 4 éléments qui font comme ça sur les systèmes qui, comme la dit, on est encore en train de prendre les pas pour pouvoir développer ces petites dans les îles. Là, on va passer maintenant à la conclusion. Alors, pour conclure, on va voir déjà les impacts de cette IA. On a vu que l'intelligence artificielle embarquée aujourd'hui permet vraiment à des systèmes, à des équipements isolés de pouvoir exécuter des algorithmes très poussés, permettre de réaliser vraiment des fonctionnalités à très haute valeur ajoutée, par exemple les plus grandes valeurs retrouvées, la reconnaissance faciale, d'autres types d'éléments qui vont permettre au niveau sécurité d'avoir une certaine sécurité par rapport à nos applications. Donc, tous ces volets-là, mis ensemble, permettent en fait de se projeter. Donc, il y a déjà l'impact économique. On a de plus en plus de systèmes embarqués qui se démocratisent, donc ça augmente en flèche. Et on estime que d'ici 2030, on aura 15,5 milliards de dollars qui sont représentés par la partie qui sera générée par tout ce qui également, il y a l'impact social parce qu'on rencontre beaucoup de défis, surtout pour les populations, les personnes handicapées. Ces outils-là peuvent apporter une certaine réponse pour permettre de développer ce qu'on appelle l'inclusion sociale, l'inclusion numérique de ces personnes-là, les personnes âgées, les personnes. Mais en face de ces impacts positifs, il y a toujours les défis qui sont là. On a parlé des limitations en termes de ressources, des limitations en termes de puissance de calcul, des limitations en taille mémoire. On a parlé également qu'est-ce qui est en train de mettre en place, qu'est-ce qui est en train d'être mis en place pour finalement répondre à ces limitations-là. Mais il y a de plus en plus également des solutions d'avenir qui sont en train d'être déployées pour aller plus loin. Donc, on va rencontrer par exemple des cartons qui vont intégrer ce qu'on appelle des Tiny ML. Donc, c'est des cartes qu'on peut retrouver pour les développeurs qui sont intéressés, qu'on peut retrouver sur le marché, sur lesquels on peut mener des essais, on peut mener des prototypes pour vraiment se familiariser avec ces technologies. Et également, il y a
le défi de la confidentialité, de la sécurité des données, donc on a déjà parlé. Je pense qu'il y a une question qui peut parler de l'IA. Est-ce que